Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'émission, le programme de Viapost sur vos défis et préoccupations quotidiens. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro autour d'un sujet majeur. Nous allons parler handicap et inclusion en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. 12 millions de Français sont concernés. Une personne sur deux se retrouvera en situation de handicap au cours de sa vie de façon temporaire ou durable. Il est donc plus que nécessaire de s'y intéresser et de donner la parole à celles et ceux qui y sont confrontés au quotidien. Des parcours empreints de résilience, des témoignages sensibles et inspirants. C'est tout de suite dans l'émission. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être entouré de quatre invités aux parcours éloignés, mais tous avec une même détermination et une force en commun. Côté Viapost, Majid Bouziane. Bonjour Majid. Bonjour. Vous êtes responsable d'équipe sur la plateforme du Bourget. Oui, c'est ça. Également Adeline Josse, chef de projet dans la direction projet MOASI Transport. Bonjour Adeline. Bonjour. Manon Avener, responsable de la mission Handicap. Bonjour Dorothée. Bonjour, bienvenue. Voilà pour l'équipe Viapost. Et puis nous avons également la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui Alice Devès. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du média Petite Mue qui informe et lutte contre les tabous autour des handicaps invisibles. On va y revenir dans quelques instants. Merci à tous les quatre d'être aujourd'hui avec nous. Nous avons hâte d'en savoir plus sur vos parcours. Et on va commencer avec vous, Majid. 30 ans d'ancienneté chez Viapost, on peut dire que vous connaissez bien la maison. Vous êtes, je le disais, responsable d'équipe sur la plateforme du Bourget. Pendant des années, vous avez exercé votre activité sans aucun problème, jusqu'à ce jour où, en vous levant le matin, vous ressentez une grande douleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Un matin, je me levais pour aller au travail et puis j'ai posé mon pied. Je n'arrivais plus à marcher. Je le reposais et je retombais. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter pendant 5 minutes et de pouvoir voir le problème. Finalement, au bout du compte, j'ai décidé de partir au travail. J'ai marché, j'ai réussi à marcher, j'ai décidé d'aller au travail. En allant au travail, tout allait bien pendant 2 heures. Et par la suite, 2 à 3 heures. Et par la suite, je commençais à boiter. Et je comprenais toujours pas pourquoi je boitais. Et ça a duré ceci pendant à peu près 10 ans. De 2018 à 2024, à 2023, pardon. Et à partir de là, je me posais plein de questions et en particulier la raison pour laquelle j'avais ce problème. À savoir que durant mon enfance, j'ai été opéré d'un pied-bot. Cette chirurgie m'a permis de vivre convenablement, faire du sport, aller au travail. Et ça, c'est durant mon enfance. Et je pense que la douleur s'est réveillée au bout de quelques années. Et par la suite, j'ai dû aller voir des chirurgiens plusieurs chirurgiens pour trouver la solution à mon problème. Un des chirurgiens a vu que j'avais de l'arthrose. Donc j'ai fait une chirurgie qui s'appelle de l'arthrodèse. Et suite à ça, je suis reparti, donc j'ai retravaillé à mi-temps. Et durant mon mi-temps, j'ai commencé à venir travailler au sein de l'entreprise en pensant qu'ils étaient au courant de mon problème et de mon handicap. Et alors, vous, en fait, malgré l'opération à l'âge adulte, vous avez continué à avoir mal, la douleur était là, et vous, aujourd'hui, vous boitez toujours, c'est ça ? C'est ça. Et donc, votre activité, elle a dû être adaptée à ce nouveau handicap ? En relation avec le médecin du travail et Viapost, on a pu adapter mon travail à mon handicap, alors qu'au début, on m'avait mis dans un poste où je restais debout toute la journée. Et c'était ma problématique, c'est que entre guillemets, le manager, c'est pas de sa faute, mais le manager n'était pas au courant de mon problème, ou n'a pas su poser les bonnes questions. Et par la suite, j'ai discuté avec lui, en lui évoquant les problèmes que je rencontrais, en restant debout toute la journée. Il fallait que je sois assis et debout en même temps. C'est un peu compliqué au sein d'une entreprise comme la nôtre, mais on a réussi, grâce au médecin du travail et à Viapost, à adapter mon problème, une solution à mon problème.
Et alors, vous avez dû vous déclarer comme travailleur handicapé. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Oui, j'ai dû aller voir, j'ai dû remplir un dossier MDPH. MDPH, qu'est-ce que c'est? euh, m- Maison départementale? des handicaps, des travailleurs handicapés. Voilà. Et Des personnes par la handicapées. suite, donc j'ai rempli ce dossier et qui a été validé j'ai été validé en tant que RQTH. Et donc, RQTH, ça veut dire, je peux pas vous le dire. reconnaissance. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ouais, Voilà, il y a je beaucoup l'avais en tête. d'acronymes. Alors, on essaye d'expliquer pour tout le monde parce qu'on Oui, on connaît pas, je pas tous l'avais les en termes. tête. Alors, au moment où je remplis mon dossier, je l'ai en tête, mais depuis, ça fait 1 an que je suis travailleur handicapé. Et donc, j'ai complètement oublié les abréviations et les termes que ça veut dire. Et quel est l'avantage pour vous de cette reconnaissance? Bah, déjà, d'être reconnu en tant que travailleur handicapé et d'adapter mon travail à mon handicap, au niveau de Viapost, par exemple. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui peut me permettre d'adapter mon handicap à mon problème. Vous disiez que vous aviez repris le travail à temps partiel. Là, aujourd'hui, vous êtes toujours à temps partiel? Non, j'ai repris à plein temps. Après un mi-temps, on doit voir si l'évolution au niveau de mon handicap s'améliore ou pas. Si ça s'améliore pas, on commence à faire une autre démarche pour être en invalidité. Et c'est ce que je suis en train de voir, si mon problème persiste. D'accord, parce que là, ça fait peu de temps que vous avez repris à plein temps. Oui, ça fait 1 an. 1 mois, pardon, excusez-moi. Ah oui, là, c'est tout frais. Ouais. Et ça va pour le moment? Je vous dirais pas oui et Oui. non. J'ai des douleurs, je rencontre encore des douleurs, surtout quand je rentre chez moi le soir. J'ai beaucoup de mal. Les difficultés que j'ai rencontrées aussi au niveau de l'entreprise, c'était le regard des autres. Le regard des autres est très difficile. Quand vous étiez quelqu'un de dynamique et tout d'un coup on vous voit faible par rapport à ce que vous ne faisiez pas avant, ce que vous faisiez avant, vous ne le faites plus. Donc les gens ont tendance à penser que vous fabulez, que c'est pas vrai, c'est pas possible. On vous croyait pas au début? Non, pas du tout. Je devais même parfois montrer, je le fais jamais, mais je devais parfois montrer ma cicatrice et pour que les gens voient que c'est quelque chose de vrai, quoi. C'est pas, je rigole pas, quoi. Je me blague pas. Et vous en avez souffert, j'imagine, de ce regard des autres? Bah, c'est embêtant, c'est un peu, oui, c'est embêtant, c'est très embêtant, ouais. Après, j'imagine que ça ne concerne pas l'ensemble de vos collègues et que vous avez tout de même Non, été pas du tout, c'est pas bien tout le monde, accueillis, mais, accompagnés. je pense que beaucoup de gens, ceux qui me connaissent, se disent que c'est quelqu'un qui était dynamique et tout d'un coup, il passe du dynamisme à quelqu'un qui boite. Ça fait bizarre quand même, hein. Et donc, oui, mais franchement, j'ai été touché. Parce que même si c'est un seul regard, c'est un regard qui peut vous blesser, quoi. Et vous en avez parlé? Est-ce qu'il y a une ouverture de la parole sur ces sujets? Bah, la seule chose que je vais être honnête avec vous, la seule chose que je fais, c'est montrer mon pied. Parfois, pour certaines personnes qui ne comprendraient pas, parce que c'est embêtant, mais voilà, ça ferme le clapet à certaines personnes. Voilà. Et vous-même, avant d'être dans cette situation de handicap, est-ce que vous étiez sensibilisé à ces sujets? Non, bah voilà, je suis d'accord avec vous. Moi, en tant que responsable d'équipe, pour moi, j'ai pas le même regard maintenant qu'avant. Avant, je me disais que c'est vrai, la même chose. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. Tu marches, tu lances des liasses, donc t'es capable, quoi. Et en réalité, on le voit pas, c'est pas visible, quoi. Oui, tant que ça ne nous arrive pas Voilà, à nous-mêmes. Mais on le disait tout à l'heure, une personne sur 2 sera en situation de handicap au cours de sa vie de façon durable ou temporaire. Donc c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut absolument aborder. Un grand merci Majid. Je vous remercie beaucoup aussi. Merci pour votre témoignage et pour votre courage. Je sais que cette prise de parole n'était pas évidente pour vous, mais on espère que ça va libérer la parole et le regard sur le handicap. Alors, depuis quelques années, Viapost a pris ce sujet du handicap et de l'inclusion à bras-le-corps en créant notamment une politique handicap ambitieuse. Manon, vous êtes responsable de la mission handicap depuis 2 ans et demi. Une des actions que vous avez menées concerne le lancement d'un process de maintien dans l'emploi.
c'est assez récent. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, depuis 2 ans, chez Viapost, on structure notre politique handicap. Et 2025, ça a été un petit peu l'année de la concrétisation. Finalement, on a mis pas mal d'actions en place. Et donc, on a créé et lancé ce process de maintien dans l'emploi. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est déjà le maintien dans l'emploi ? Et puis, à quoi va servir ce process ? Le maintien dans l'emploi, assez simplement, c'est l'accompagnement des collaborateurs dont la santé va avoir un impact sur le travail. C'était le cas de Majid, par exemple, à un moment donné dans sa carrière. Et puis, c'est de trouver des solutions aussi. Donc, comment on va trouver ces solutions pour accompagner ces personnes, pour qu'ils puissent avoir un parcours professionnel tout à fait bienveillant et tout à fait normal, finalement. Donc, concrètement, ce process, il intervient auprès de nos équipes RH. Et d'ailleurs, il a été construit avec nos équipes RH en co-construction avec eux. Et l'objectif de ce process, ça va être d'accompagner ces équipes RH à accompagner nos collaborateurs qui d'ailleurs sont en situation de handicap ou pas forcément encore. Donc très concrètement, c'est un process qui va aider les RH à reprendre contact avec les collaborateurs, à les accompagner sur ce retour à l'emploi. Envisager, est-ce qu'il y a une possibilité de retour à l'emploi ? De quelle manière ? Est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement de poste ? Il y a aussi le lien avec la médecine du travail qui peut intervenir à ce moment-là. Donc voilà, c'est un process, pour faire court, c'est un process qui va accompagner nos équipes RH pour accompagner nos collaborateurs de la meilleure des manières. Et alors évidemment, pour faire changer le regard sur le handicap, pour favoriser l'inclusion, il faut sensibiliser notamment les managers. Ça se passe comment ? Oui, parce que les managers, ils vont souvent avoir un rôle clé. C'est souvent eux, en fait, qui vont être déterminants finalement dans la façon dont un collaborateur va vivre sa situation. Donc on a besoin de les former, on a besoin de les sensibiliser sur ce sujet. Et du coup, comment on fait ? Donc nous, cette année, l'année de la concrétisation, on a commencé à former nos CODIR notamment, par une action de sensibilisation qui s'appelle Handi Sensi. C'est une action ludique, simple, concrète, qui dure 1 heure et qui est là pour lever un petit peu les idées reçues sur le handicap. L'objectif de cette sensibilisation, c'est de former... Là, on est en train de former tous nos CODIR. On a formé déjà une 50aine de personnes. Il nous reste encore des personnes à former. Et puis, à la suite, on aura d'autres actions de sensibilisation également. Pas forcément sous ce même format, mais l'objectif à terme, c'est vraiment de sensibiliser et de former l'ensemble de nos lignes managériales. Et l'ensemble des collaborateurs de Viapost également, ça passe par quelles actions ? Oui, parce qu'effectivement, on ne forme pas que nos managers, pas que nos RH aussi, on sensibilise l'ensemble de nos collaborateurs. Ça passe pas mal par de la communication. Donc là, cette année, on a lancé des actions de communication dès le début de l'année 2025, notamment en distribuant des dérons pour faire connaître notre politique. Des dérons ? Qu'est-ce que c'est des dérons ? Alors un déron, c'est un dé qui est différent des autres dés carrés classiques que l'on connaît, mais qui est tout aussi compétent parce que celui-ci va vous donner un chiffre aléatoire entre 1 et 6. C'est un dé avec lequel vous allez Donc c'est comme une bille avec des numéros ? C'est comme une bille avec des numéros, exactement. Et en fait, la petite partie cachée, c'est qu'il a des petites alvéoles. Donc en fait, il est adapté, on peut dire ça comme ça. Et du coup, on peut prouver que la différence n'empêche pas la compétence. Très bien. On a aussi mis en place des campagnes d'affichage, donc ça on en a partout sur l'ensemble de nos sites, avec des messages clés sur les différents types de handicap. Et là on voit bien que tous les handicaps sont différents, sont parfois invisibles aussi. Beaucoup de handicaps sont invisibles. 80% d'entre eux sont invisibles, donc c'est quelque chose d'important. Donc on veut encore sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs et on a pas mal d'actions qui arrivent sur l'année 2026 pour continuer cette démarche. Et notamment cette émission, évidemment. Et notamment cette émission, tout à fait, on est là pour en parler. Donc effectivement, cette émission nous sert aussi de tremplin, de visu pour nos collaborateurs qui nous regardent tous pour échanger sur ce sujet-là. Merci beaucoup Manon. Pour vous aider dans vos actions, vous pouvez compter sur les référents handicap. Ils sont au nombre de 14 et Adeline, justement, vous êtes référente handicap en plus de votre activité principale au sein de Viapost où vous exercez comme chef de projet dans la direction MOA SI Transport. Dans votre histoire personnelle, vous avez depuis toujours
été sensibilisée à ces sujets du handicap dans votre contexte familial. Et puis, vous êtes aussi porteuse d'un trouble 10-DYS. De quoi s'agit-il? Vous pouvez nous raconter? Oui. Donc, effectivement, je suis ce qu'on appelle dysorthographique. J'ai certainement d'autres troubles parce que souvent ceux-là viennent par grappe. Et on l'a découvert pendant le diagnostic de mon propre fils. Donc effectivement, la dysorthographie, c'est ce qui va intervenir dans l'incapacité à acquérir totalement l'orthographe. Même si je connais les règles de grammaire, même si j'ai appris les mots, même si je lis beaucoup, je fais énormément de fautes. Alors ça va beaucoup mieux, mais j'ai grandi petite avec des dictées où les professeurs finissaient par me mettre moins quelque chose parce que ça me permettait au moins que 0, ça me permettait au moins de voir si je progressais. Ah oui. Et c'est encore autre chose que la dyslexie? Oui, c'est encore autre chose que la dyslexie qui va plutôt s'attaquer à la gestion des phonèmes et la lecture. On dit souvent qu'un dyslexique, c'est pas que ça, mais souvent on l'a réduit à confondre les B et les P, par exemple. C'est un autre type. Et il y en a 6, des troubles 10. Des troubles qui sont également héréditaires, oui. Souvent. Votre fils est également concerné par ces difficultés d'apprentissage. Il est suivi depuis qu'il est petit. Vous avez donc dû déposer un dossier MDPH comme Majid. Vous pouvez nous raconter? Moi, j'ai aucun dossier de déposer parce que ça ne crée pas pour moi dans mon situation de travail une situation de handicap. Pour un enfant, par exemple, en situation scolaire, c'est un vrai handicap. Mon fils a 4 des 6 troubles 10, plus un trouble de l'attention, ce qui fait qu'il était totalement incapable, sans adaptation, de poursuivre une scolarité normale et puis aussi pour son bien-être psychologique, physiologique. Donc on a déclencher un dossier MDPH, ce qui nous permet d'avoir des adaptations. Donc, il a des adaptations matérielles, il ne tape que sur ordinateur, il est dysgraphique, donc il est incapable d'écrire, il n'a aucune automatisation de l'écriture. Et il a également des tiers-temps. Quand il était jeune, il était accompagné d'une AVS, donc d'une aide de vie scolaire qui était présente quelques heures par semaine. Et puis, on a aussi une aide financière, parce que l'accompagnement type psychomotricienne ou ergothérapie n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et quand vous avez une séance de psy, une séance de psychomote, une séance d'ergothérapeute par semaine, vous multipliez ça sur une année entière, c'est financièrement peu jouable. Et peu de familles, je pense, peuvent subvenir à ce besoin-là. Et alors, ces troubles 10 font partie de ce qu'on appelle les handicaps dits invisibles, on en parlait tout à l'heure. Et le regard des autres est paradoxalement souvent difficile à vivre, même si c'est invisible, comme on le dit. Vous pouvez nous en parler, Adeline? Oui, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Le handicap est déjà très compliqué. Un handicap visible, quelqu'un qui va avoir une pathologie l'empêchant de se déplacer, on va le savoir, on va le voir. Alors, il n'y a pas d'échelle de valeur sur les handicaps, pas du tout, c'est pas la question. Mais le handicap invisible va déclencher des réactions. Mon fils, par exemple, une fois est rentré très affecté de l'école parce que pendant le temps de la cantine, il est dyspraxique, donc il a des difficultés à manipuler des objets. Et pendant le temps de la cantine, un des animateurs lui avait dit qu'en gros, il était un gros cochon et l'avait quelque peu humilié parce qu'il avait du mal à utiliser ses couverts simplement. Et c'est ces petites paroles dont parlait Majid tout à l'heure qui abîment et qui sont parfois très blessantes. Moi, il m'est arrivé qu'on me corrige des fautes d'orthographe dans le milieu professionnel sans que je ne les sollicite. Et on s'en rend compte après. Et c'est très, très difficile. Oui. Parce que c'est humiliant, quelqu'un qui ne sait pas écrire, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, c'est quelqu'un qui est moins, quelque part. Et c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance sur tous ces sujets, j'imagine, quand vous parlez de l'animateur. Effectivement, s'il n'est pas informé, s'il n'a pas la connaissance de ces troubles possibles, c'est vrai que c'est problématique. La libération de la parole est donc essentielle. La sensibilisation du plus grand nombre, c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité vous engager comme référente handicap chez Viapost. Oui. Vous pouvez nous dire en quoi consiste ce rôle? Alors, ce rôle, il est déjà d'être visible. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet d'avoir, pour les collaborateurs Viapost, qui vont avoir des questions, qui ont peut-être des interrogations, pas forcément à titre personnel, aussi pour leur propre
culture et pour eux, peut-être derrière, pouvoir accompagner un proche ou quelqu'un d'autre ou un autre collègue, avoir un référent, c'est de se dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît. Ça permet aussi pour Manon ou l'équipe RH d'avoir des relais plus simplement. Et on va pouvoir répondre déjà en premier lieu, en première intention aux collaborateurs sur des questions. Il m'est arrivé d'avoir des collaborateurs qui viennent vers moi et qui me demandent, voilà, j'ai ça, est-ce que tu penses que... donc après, on peut entamer un dialogue Est-ce sur... que tu penses que ça entre voilà, dans les est-ce handicaps, que ça rentre dans le handicap? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai comme action possible? Donc, on va les orienter sur le dossier RQTH, on va les orienter sur peut-être déjà de parler avec leur manager. Moi, je crois beaucoup en la libération de la parole parce que si on ne sait pas, on ne peut rien faire. Alors oui, ça touche à l'intime, oui, c'est très compliqué et ça demande une ouverture des deux côtés, de la personne porteuse déjà d'être capable d'être en paix avec ça. C'est très facile à dire, c'est pas simple, mais d'être en paix pour en parler simplement et dire voilà, moi je peux faire ça m'est compliqué, je pourrais si. Et pour le manager, d'avoir une vraie écoute. Et peut-être que des fois, quand ça vient du référent handicap, eh ben, ça peut aussi aider à faire écouter, à entendre le message du collaborateur. Et vous insistez aussi beaucoup sur l'intérêt et l'importance de la RQTH. Oui. Ce n'est pas une faiblesse, loin de là, bien au contraire. Non, ce n'est pas une faiblesse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Si un collaborateur n'est plus en capacité de faire son travail à cause de cette situation de handicap, c'est une perte pour l'entreprise, une perte de savoir-faire, une perte de compétences. Et pour le collaborateur, c'est terrible, Manjid le disait, enfin, il s'est senti tout d'un coup, il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant. Et pour autant, il avait cette envie. Et puis dans le monde d'aujourd'hui, le travail, c'est vraiment un indicateur fort. Quand on rencontre quelqu'un, on se présente par et sa situation familiale et sa situation professionnelle. Et c'est ça qui nous donne une image et un statut. Et donc, c'est important d'avoir une entreprise qui respecte son salarié dans ce qu'il est entièrement et qui adapte. Et des fois, les adaptations, elles sont minimes. On imagine toujours des adaptations en se disant « ça va coûter cher, ça va être moins », mais des fois, c'est juste des petites choses. Il faut juste écouter le collaborateur et avoir un dialogue vraiment très ouvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Adeline, quel message vous souhaiteriez passer aujourd'hui aux collaborateurs qui nous regardent, qu'ils soient porteurs ou non de handicap? Je dirais d'oser, de communiquer, à la fois pour le collaborateur d'être très en paix avec ce qu'il est, il n'a pas moins, il n'est pas différent, ou alors il est différent, mais comme le disait Manon, il est compétent. La compétence, elle n'est pas liée à un être parfait, et c'est juste une partie de son identité. Et pour les managers, surtout d'écouter le collaborateur. Le collaborateur, il a envie de travailler, il a envie d'être présent dans son poste. Et il va savoir vous dire ce qui sera vraiment utile. Et parfois, c'est des toutes petites choses. Et alors, est-ce que certains peuvent candidater pour devenir référent handicap? Je pense, oui. Ceux qui nous regardent et qui sont sensibles à ces sujets, qui voudraient porter... Qui n'hésitent pas, je pense, à communiquer, à aller voir Manon ou à lui envoyer un petit mail. On attend des gens, c'est toujours... plus on est nombreux, plus on sera visible, plus la parole se libérera et plus on pourra avoir des vraies actions chez Viapost. Merci beaucoup Adeline. Alors on parlait de cette RQTH dont on en parlait à l'instant. Viapost est là justement pour accompagner les collaborateurs dans ces démarches. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Manon? Oui, alors effectivement, comme le disait Adeline, la RQTH, elle est importante, elle est très importante. Chez Viapost, on a envie d'accompagner ses collaborateurs. La démarche RQTH, elle est importante, mais elle n'est pas simple. Elle est même parfois un petit peu complexe. C'est un dossier administratif où on a 20 pages à compléter, alors pas forcément toutes. On doit aller voir son médecin traitant, etc., etc. Donc c'est quelque chose de pas facile finalement. Suite à déjà, il faut accepter son handicap finalement. Et donc, voilà, comment on va faire, comment on va se lancer dans cette RQTH. Viapost, on a envie d'accompagner nos collaborateurs dans cette démarche-là. Et donc, on essaye d'apporter des éléments
concret. Donc là, récemment, on a créé des fiches pratiques qui sont disponibles sur Viabox et qu'on va diffuser d'une autre manière aussi plus tard. Ces fiches pratiques, elles sont là pour nous dire quelles sont les étapes de la RQTH, qui je dois aller voir concrètement, comment ça va se passer, les délais qui peuvent être aussi très longs et qui peuvent faire un petit peu peur. Donc voilà, Viapost, on a vraiment envie d'accompagner nos collaborateurs là-dedans. Donc je les encourage, ceux qui se sentent concernés, je les encourage à se renseigner auprès de leur référent handicap sur ce sujet. Et puis j'imagine un petit point, tout reste confidentiel. Bien sûr, oui, il faut parler de ça, effectivement. La RQTH, elle est confidentielle. On peut avoir une RQTH, la déclarer auprès de son employeur, mis à part la RH à qui on va donner le document, les équipes, le manager, il n'y a pas d'obligation. Mis à part s'il y a une adaptabilité à faire sur le poste, il n'y a pas d'obligation à ce que toute l'équipe connaisse sa RQTH. Et du coup, c'est aussi important de savoir à quoi elle va me servir concrètement, cette RQTH, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Du côté professionnel, on le connaît, on a les adaptabilités au poste. Donc ça peut être matériel, un siège ergonomique, ce genre de choses. Ça peut être aussi au niveau des horaires, des missions. On est aussi mieux accompagné. On a aussi accès au maintien dans l'emploi, dont je parlais tout à l'heure. On est peut-être mieux accompagné sur ce point-là et l'entreprise va pouvoir avoir un regard différent à ce niveau-là. Et puis d'un point de vue personnel, il ne faut pas l'oublier, mais on peut aussi avoir des adaptations chez soi, une douche ergonomique, ce genre de choses qui va pouvoir aider la personne au quotidien, pas que dans sa vie professionnelle. On peut avoir la carte mobilité inclusion, ces fameuses cartes qui nous permettent de nous garer sur les places handicapées. Et puis, je trouve aussi, Majid d'en parler et Adeline aussi, ça apporte une vraie, du coup c'est le mot, mais une vraie reconnaissance. J'ai un handicap, celui-ci impacte ma vie professionnelle. Voilà, j'ai le document qui atteste de ça et du coup, c'est beaucoup plus officiel et je pense que c'est beaucoup plus, agréable pour les personnes d'être reconnues comme ça. Merci beaucoup Manon. On voit la parole se libère sur le handicap et l'inclusion chez Viapost, mais également ailleurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alice Deves, cofondatrice du média Petite Mue, le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et ce qui vous a poussé à créer ce projet ? Oui, bien sûr. Alors, donc Petite Mue, ça existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je l'ai cofondé avec Anaëlle, qui était une amie d'amis. Et je l'ai créé suite à moi, mon histoire personnelle, on va dire, autour du handicap. Il y a plus de 3 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune, neurodégénérative, c'est-à-dire que mes anticorps s'attaquent à mon corps au lieu de le défendre. Et ça me crée des lésions au niveau du cerveau et de la moelle épinière qui va avoir un impact. Donc, soit je peux avoir des difficultés à marcher, je peux avoir des difficultés à voir aussi si ça touche le nerf optique, etc. Moi, cette annonce-là, elle n'a pas été si compliquée pour moi parce que, en fait, j'étais juste passée d'une annonce à j'ai des lésions dans le cerveau, mais je ne savais pas plus, à je sais que j'ai une sclérose en plaques, il y a des traitements qui existent aujourd'hui. Et j'ai vu que c'était plus compliqué pour mon entourage. Mais je pense que j'étais un petit peu dans le déni parce que j'ai repris le boulot directement, etc., comme si de rien n'était. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte de l'impact du handicap dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle au bout de quelques mois. Et à ce moment-là, mon handicap se voyait moins qu'au début, parce qu'au début, je ne pouvais pas marcher. Et là, je me suis rendu compte de toutes les réflexions qu'on peut entendre quand on a un handicap qui ne se voit pas. Les gens, on a tendance à minimiser, à ignorer, toutes ces questions-là, un petit peu comme vos témoignages, c'est le quotidien tout le temps qu'on a. Et en fait, c'est ça qui est ultra fatigant. Moi, j'explique toujours, le plus dur, c'est pas le handicap en tant que tel, c'est la discrimination qu'on vit, parce que tout ce qu'on nomme, c'est des discriminations, et je pense que c'est important de le nommer. Moi, c'est comme ça que je l'explique à mon entourage, que c'est discriminant de faire ce genre de réflexion. Tout ça, c'est les remarques, le fait de devoir se justifier, qui nous fatigue énormément. Et c'est un peu la double peine. Et donc, j'ai voulu avoir des témoignages de personnes qui en parlaient. Et il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup de libération de la parole, et notamment des jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont en situation de handicap, on en parle très peu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de médias trop sur le sujet. Et encore, il y a quelques médias sur le sujet du handicap, mais pas ultra présents sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer le média que j'aurais bien voulu avoir. Et c'est comme ça que j'ai lancé Petite Mue. Et donc, vraiment sur les handicaps invisibles. Alors maintenant, on parle de tout type de handicap, parce que de toute façon, la frontière entre visible et invisible, c'est fine. Il y a des gens qui ont un handicap visible, qui peuvent avoir des handicaps aussi invisibles. Mais on est parti effectivement de ce constat
des choses communes qu'on avait dans toutes nos interviews qui étaient autour du handicap invisible. Petite mue, ça veut dire quoi? Alors au début, je ne pensais pas du tout que ça allait marcher, donc j'avais hésité à faire un compte sur la sclérose en plaques et j'avais pris le mu de Immune et j'avais mis petite parce que tout était pris sur Instagram. Et au final, Anaëlle, quand je lui ai proposé le nom, elle m'a dit « Ah bah comme la mu du serpent, acceptation d'une nouvelle vie ». Donc on donne les deux explications aujourd'hui. Parce que là, c'est MU pour ceux qui nous suivent, MU sans E. Donc c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, ça s'entend pareil. On va revenir en détail sur Petite Mue. On va projeter quelques images justement à l'écran que je vous laisse commenter, Alice, quelques images de votre site internet. Donc effectivement, ça c'est notre. Alors nous, aujourd'hui, on est présente sur tous les réseaux sociaux, mais on est aussi présente sur ce site internet où vous pouvez retrouver toutes nos interviews, nos articles, nos bandes dessinées. Je l'ai pas précisé, mais Anaëlle, qui est mon associée, a des troubles bipolaires et c'est elle qui dessine. Parce qu'elle dit toujours, c'est plus simple de se dessiner ce qui se passe dans ma tête plutôt que d'en parler. Et nous, on a essayé, en fait, pour chaque pathologie ou handicap, d'avoir un petit personnage, comme le TDAH, d'avoir ce petit personnage, le coloc avec qui on vit, que personne ne voit. Des fois, on s'entend bien avec, des fois moins bien. C'est un peu ça aussi, le handicap. Des jours, ça ne veut pas dire que ça va mal tous les jours aussi, parce qu'on a toujours un peu cette image-là. Et puis, on voyait notre chaîne YouTube où on a nos podcasts et nos documentaires dessus. Oui, alors je voulais revenir un petit peu plus en détail sur ces différents formats, parce que c'est vrai que c'est un média complet, très varié. Il y a à la fois donc cette bande dessinée, ces dessins qui prennent beaucoup de place. Il y a également des témoignages, c'est ça ? C'est ça. L'objectif du média, c'est vraiment donner la parole aux personnes directement concernées. Parce que pendant longtemps, ça n'a pas été forcément le cas. Et on a beaucoup parlé à notre place de ce qu'on voulait. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ce qui est important, même dans une entreprise, c'est communiquer et demander de quoi on a besoin. Parce qu'on a tous des besoins différents et moi je le vois dans les interviews, c'est pas parce qu'on a aussi le même handicap qu'on a la même façon de réagir, le parcours d'acceptation est différent, les symptômes peuvent être différents, ça dépend aussi de nos situations financières, de est-ce qu'on vit dans un désert médical ou pas, notre parcours de soins joue énormément là-dessus, est-ce qu'on vit des doubles voire triples discriminations, qui fait que chaque personne va pas avoir le même lien autour du handicap. Et donc, plus on a de témoignages, plus on libère la parole. Et ça permet aussi aux gens de se sentir beaucoup moins seuls. Parce moi, je le vois, au début, je me sentais hyper seule. Mais quand j'en discute autour de moi, à une table, à chaque fois, il y a toujours des personnes qui sont concernées par un handicap invisible. Et au final, faut savoir, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. C'est 20% de la population. Donc, plus on en parle et plus on se comprend mieux. Et en fait, on n'est pas seul dans ces situations-là. Et l'importance, plus on entend des témoignages, plus on se dit, c'est exactement ce que je vis. Pourquoi je ne prendrais pas aussi la parole sur ce sujet-là ? Est-ce que vous avez un témoignage en tête qui a particulièrement marqué l'opinion ? Bon, j'ai plein de témoignages. C'est compliqué de choisir un témoignage, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages. Alors nous, on a vraiment la partie interview. Mais là, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est nos podcasts qui prennent un petit peu de recul sur les témoignages individuels pour comprendre certaines notions comme le validisme. Donc le validisme, c'est toutes les discriminations envers les personnes en situation de handicap, comme on connaît le sexisme, le racisme. On a parlé la neurodiversité, parce qu'on dit beaucoup de troubles, mais en fait, on est en train de plus en plus dans les mouvements plus militantes. Depuis les années 90, on parle de neurodiversité comme on a la biodiversité dans la nature. La neurodiversité, plus comme une force, presque. La neurodiversité, c'est qu'on a tous des fonctionnements neurologiques qui sont différents. Et pourquoi, par exemple, si on a des 10, pourquoi on doit s'adapter toujours à une norme, en fait. Et qu'il pourrait, au lieu d'avoir des fois des aménagements, dire, si je fais des fautes d'orthographe, ça va pas changer le monde. Et donc, ce podcast-là l'explique bien, et c'est justement prendre des concepts comme ça, essayer de changer un peu ce regard-là sur le handicap, et de le voir plus comme une difficulté comme une autre dans la vie, et qu'on a tous des vulnérabilités, et qu'il faut mettre en place, du coup, des équipes de travail inclusifs dans les entreprises. Et puis, vous intervenez maintenant justement en entreprise. En quoi consistent ces interventions ? Alors, l'objectif, c'est vraiment que déjà, on fait des conférences, des webinaires, tables rondes. On fonctionne beaucoup autour de la bande dessinée, parce que ça permet de toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence, par exemple, parce que c'est souvent des gens concernés ou des proches aidants qui viennent. Et l'objectif, c'est vraiment... Nous, on essaye d'expliquer, voilà ce que vivent les gens au quotidien, voilà les discriminations qu'on vit et quel impact ça a dans nos vies. Parce qu'une petite réflexion
en fait, il suffit d'une personne qui nous fait une réflexion pour que ça nous bloque totalement. Et moi, je dis toujours qu'il faut que les gens parlent, bien évidemment, du handicap, mais tant qu'on entendra des réflexions au quotidien, ça nous bloque. Et on va pas en parler dans le milieu, dans l'entreprise, parce qu'on a peur d'être discriminé, la peur d'être jugé. Et tant que toute l'équipe de travail, donc les collègues, managers, manageuses, ne mettent pas en place des choses, les gens n'arriveront pas à en parler d'eux-mêmes. Et du coup, c'est un peu un travail pour moi commun à faire et que tout le monde s'adapte et pas que aux personnes en situation de handicap, toujours de s'adapter. Et donc, ce sont des entreprises qui font appel à vous pour venir parler à leurs équipes, pour un peu former aussi? Oui, c'est ça. On fait des formations auprès des managers, manageuses d'ailleurs, des équipes RH, de tous les collègues, pour justement que, les personnes se sentent à l'aise d'en parler et ne voient plus le handicap comme une faiblesse, parce que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et que l'entourage puisse mettre en place des choses dans son équipe de travail. Je prends un exemple concret. Moi, dans mon équipe, il y a plein de gens qui ont des crises d'angoisse, qui ont beaucoup d'anxiété. Si quelqu'un arrive en retard, personne n'a déclaré ses RQTH, parce qu'au final, on met nos aménagements directement. Quelqu'un m'explique, voilà, moi, si j'arrive en retard, potentiellement dans les transports, c'est parce que j'ai une crise d'angoisse, etc. Si elle arrive en retard, je vais rien lui dire parce que je sais qu'en plus, ça va la rebloquer pendant une demi-heure et qu'on perd du temps. Et de dire, moi, elle me dit, moi, je veux juste que si je pars en réunion, pareil, et que je reviens, on me pose pas de questions. C'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui facilitent tellement notre quotidien et qui nous permet, parce que je vais rebondir là-dessus, on pense toujours que c'est des adaptations pour la vie pro, mais c'est aussi pour la vie perso. Parce que quand on met toute son énergie dans notre vie pro, on rentre le soir, on est crevé. Et c'est un impact sur notre vie perso. Et du coup, les deux sont ultra mélangés. Et c'est important, du coup, pour la RQTH, c'est aussi trouver des aménagements pour garder de l'énergie et avoir une vie comme tout le monde aussi après le travail. Mais Majid, c'est ce que vous racontiez là. Pendant des années, vous rentriez épuisé du travail parce que vous preniez sur vous et vous souhaitiez cacher votre handicap. Oui, c'est ça. L'exemple qu'elle a pris correspond bien à mon cas. Et c'est vrai. On peut prendre du poids parce qu'on ne peut plus faire le sport qu'on faisait avant. On peut prendre du poids parce qu'on ne joue plus avec ses enfants déjà. Moi, j'ai mon fils qui me demande souvent de jouer avec lui. Parfois je lui dis oui, mais souvent je lui dis non. Parce que je sais que derrière, ça va me fatiguer. Oui. Et donc, c'est compliqué. Manon, vous le disiez, vous qui intervenez beaucoup en entreprise, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent, que les regards évoluent, les mentalités ? Alors, je vois que les choses évoluent. Déjà, on parle beaucoup plus de handicap invisible qu'il y a pas mal de temps. Oui, on connaît le terme déjà, alors que c'est vrai qu'avant, c'est ça, on libère la parole beaucoup plus, même sur les sujets de la santé mentale, etc. Et qu'on est plus en train de se dire, en fait, tout le monde a des vulnérabilités dans la vie. Et d'ailleurs, notre 100% au travail n'est pas le 100% de tous les jours. Et avoir cette flexibilité dans les équipes de travail, c'est ça qui fera qu'on inclut tout le monde. Ça évolue, mais faut savoir quand même que depuis 6 ans, la première cause de discrimination en France, ça reste encore le handicap, qu'il y a énormément de choses encore à changer. Donc, je vois qu'on prend la parole, etc., et que c'est le début, et ça prend du temps. On ne va pas changer la société du jour au lendemain, et c'est bien. Mais après, il y a vraiment tellement d'autres choses encore à faire évoluer en termes d'accessibilité, en termes de loi. La loi de 2005... qui a été la plus grosse loi sur le handicap. On a fêté les 20 ans l'année dernière. Il n'y a même pas la moitié des choses qui sont respectées. Donc, il y a quand même une marge de progression qui est énorme, bien qu'il y a quand même, ça évolue. Je ne dis pas le contraire, mais il y a encore un petit combat à avoir. Et y a-t-il des témoignages particulièrement impactants qui vous viennent en tête ? Alors du coup, on a eu plein de témoignages sur plein de types de handicap, que ce soit visible ou invisible. Là, par exemple, on a eu un témoignage d'une jeune de 22 ans qui avait eu un cancer. On peut avoir une personne qui a des troubles bipolaires, une autre personne qui avait une schizophrénie aussi. On a énormément aussi de témoignages en entreprise. Moi, je le vois à la fin, les personnes viennent nous parler. Et pour vous donner un exemple concret de ce qui se passe et l'impact vie pro, vie perso, qui est un équilibre hyper difficile à trouver. Mais quand on a un handicap qui se rajoute, cet équilibre, il est mouvant. Et il est mouvant tout le temps. J'ai une personne qui est venue, donc j'intervenais dans un grand groupe qui était directeur juridique, qui vient me voir à la fin pour être sûr que personne ne le voit et qui me dit, voilà, moi je suis directeur juridique, j'ai un TDAH, donc un trouble de l'attention, avec hyperactivité. Je suis dans un open space, j'en ai jamais parlé. Et moi, dès que quelqu'un se lève, bouge son stylo, parle, je mets 20 minutes à me reconcentrer. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je bosse tous les soirs.
je bosse tous les week-ends, je suis en plein divorce avec ma femme parce que je fais que travailler, elle en peut plus. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment tellement la double peine. Et c'est ce que j'appelle vraiment ça des stratégies de surcompensation, que les gens ont tendance à pas voir. Et c'est tellement un effort en plus pour arriver à un même travail, alors que si la personne en avait parlé, ça aurait été du télétravail, un bureau personnel. Et c'est pour ça que ça empiète après dans sa vie perso et que tout est lié pour moi. Et d'un autre côté, je trouve ce qui est triste aujourd'hui, c'est que si les gens n'en parlent pas, c'est qu'ils ont tellement peur d'en parler. Et c'est qu'il y a du coup un vrai souci d'avoir peur. Parce que d'ailleurs, même quand on en parle, comme tu disais, on a besoin de montrer et de justifier. Et Annelle, mon associée, dit toujours, quand elle est en dépression, qu'elle ne peut pas sortir de son lit, on ne demande pas à quelqu'un en fauteuil roulant de monter un escalier, comme à quelqu'un qui aurait le cancer, de lui dire « tu pourrais sortir un peu faire du sport pour aller mieux ». Et quelqu'un qui est en dépression, on lui demande... c'est aussi compliqué. Et vu que ça ne se voit pas, les gens pensent que c'est une question de volonté et que ça va devenir de nous-mêmes. Et moi, j'aime bien cet exemple-là. Quelqu'un qui est en pleine chimio, on n'oserait jamais lui faire ces réflexions-là. C'est pareil, je pense qu'il faut croire les personnes. On va pas s'amuser à mentir sur notre état de santé. Donc en général, si quelqu'un parle, ce serait sympa de le croire. Et puis on voit dans l'exemple que vous citez, ça peut toucher tout le monde. Là, on parle d'un directeur financier, mais même donc des postes haut placés essayent de cacher leur handicap. Donc vraiment, tout le monde est impacté. 85% des handicaps arrivent au cours de la vie. Et moi, ce que j'explique quand des manageuses me disent non, moi, le handicap, trop compliqué, j'ai trop de charges, je sais pas comment gérer. Je leur dis, vous avez certainement déjà des personnes en situation de handicap dans votre équipe, parce qu'il y a 80% d'handicap qui se voient pas. 2, vous allez certainement un jour être en situation de handicap ou un de vos proches va l'être. Donc, en fait, c'est des choses qu'on doit mettre en place tout de suite, parce que ça va arriver dans tous les cas. Donc, c'est pas mettre la poussière sous le tapis, ça va pas faire évoluer les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant pour moi et faire évoluer les mentalités sur le sujet, parce qu'il y a vraiment une urgence et ça touche tellement de monde qu'on peut pas dire c'est une minorité de personnes, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour Petite Mue ? De continuer à pouvoir sensibiliser le maximum de personnes, que ce soit dans les entreprises, mais aussi le grand public, de pouvoir continuer à faire des nouveaux formats. J'aimerais bien, moi, faire un documentaire l'année prochaine. Et on sort 2 livres aussi, un sur les 10 et un sur les douleurs chroniques également, aux éditions Mango. Donc ça, j'ai hâte aussi en février que ça sorte. Plein de belles actualités, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour ces témoignages, pour ces actions au quotidien en faveur de l'inclusion, de l'acceptation, du respect. On a bien compris qu'il était essentiel de changer de regard, de libérer la parole sur le handicap. Et petit à petit, ça prend du temps, mais les choses évoluent. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pourrez retrouver des extraits de ce programme sur le compte LinkedIn de Viapost. N'hésitez pas à réagir, à commenter. Très belle fin de journée et à bientôt.